Salut, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode consacré à l'hybridation entre les genres musicaux, j'ai choisi de me focaliser davantage sur les musiques afro-américaines. Uniquement aux États-Unis, je ne te parlerai pas de l'Europe. Tout d'abord, je te parlerai des musiques issues du rhythm and blues, à savoir la soul, le funk, le disco et le R&B entre autres. Ensuite, je me focaliserai davantage sur le jazz, pour enfin me pencher de manière plus globale sur le phénomène crossover dans les musiques actuelles. Est-ce que l'on va vers une fin des genres musicaux? Est-il encore nécessaire de redéfinir les genres musicaux? Ce sont les questions auxquelles je tenterai de répondre. Allez, c'est parti! Avant de te parler du rhythm and blues, je te rappelle que le jazz, dont il est en fait issu, est né de la fusion entre le negro spiritual, les rythmes africains, la musique antillaise et la musique des fanfares militaires et orchestres de danse européens. Ce que peu de gens savent, c'est que le jazz a été développé par des noirs issus de classes sociales bourgeoises qui avaient une connaissance approfondie des œuvres pour piano de Jean-Sébastien Bach, Chopin et Mozart. Autant influencé par la musique savante occidentale que les rythmes syncopés africains, le ragtime a été la première forme de jazz. Par la suite, même si le jazz a suscité l'engouement de la part d'un large public, il est très vite devenu un objet d'intérêt pour l'élite artistique et intellectuelle. Des courants tels que le bebop, le cool jazz et ensuite le free jazz ont été influencés par la musique savante occidentale. Le rhythm and blues a voulu se distinguer du jazz en fusionnant avec le blues, adoptant alors une construction musicale plus simple. Il désigne ainsi toute musique d'origine afro-américaine ayant résisté à l'assimilation des Blancs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait la ségrégation envers la communauté noire dans les espaces publics blancs. Le domaine musical n'a pas été épargné par ce phénomène. En effet, il existait un label intitulé Race Records, exclusivement dédié à la promotion des artistes noirs. Ce n'est qu'à partir du milieu des années 50 que les Américains se sont rendus compte qu'il y avait une quantité non négligeable de blancs qui achetaient ces CD et appréciaient le rhythm and blues. L'industrie musicale pop a compris que ce genre de musique exerçait une certaine influence et que l'on ne pourrait plus fonctionner sans elle désormais. Mais ce n'est pas pour autant que les artistes noirs vont parvenir à intégrer le marché musical des blancs. Par exemple, un chanteur tel que Roy Brown voulait devenir crooner comme Frank Sinatra et Bing Crosby, mais le fait qu'il était noir l'a empêché de se faire accepter dans ce type de répertoire. Il a donc dû chanter du blues. Mais bien que l'industrie du disque mette en avant des artistes blancs faisant du rhythm and blues et du rock and roll, cela n'a pas empêché la jeunesse blanche de continuer à préférer la musique des noirs au lieu de se contenter d'imitations. L'authentique rhythm and blues, de par sa sensualité, lui apporte un soupçon de transgression vis-à-vis de la société américaine empreinte de puritanisme. Fats Domino et Ray Charles ont été les premières idoles noires auprès de la population blanche. La musique de Fats Domino est née d'un mélange de jazz traditionnel, de rythme latino, de boogie-woogie, de blues et de mélodie cajun. Ce cocktail détonnant va lui concilier à la fois les faveurs du public afro-américain et des adolescents de l'Amérique blanche, renforçant le phénomène crossover. Par la suite, il obtiendra même davantage de succès auprès de la communauté blanche que dans sa propre communauté. Malgré le fait qu'il ait pu jouer un rôle de premier plan dans l'accession des artistes afro-américains dans le club fermé des vedettes du show business, on a parfois reproché à Fats Domino d'avoir vendu son âme de musicien noir au pouvoir économique blanc. Idem pour Ray Charles qui a opéré un tournant décisif dans sa carrière en enregistrant un album de country. Mais voilà, à l'origine, le rhythm and blues, à l'instar du blues qui était une forme de résistance face à l'esclavage et la domination des Blancs, n'était pas fait pour divertir. Constatant que son ouverture au plus grand nombre ne pouvait s'effectuer qu'au prix de son édulcoration et de sa banalisation, le critique noir américain Nelson George prédisait même la disparition du genre en 1988 dans un ouvrage pessimistement intitulé The Death of Rhythm Blues. En réaction à la récupération du rhythm and blues par l'industrie pop,
Les Noirs ont voulu revenir, à partir des années 60, à une musique qui soit plus authentique et en accord avec leurs racines. La salle va se démarquer du rock'n'roll en revendiquant la négritude. Pour ce faire, le rhythm and blues va revenir à la musique d'église noire, le gospel. On considère Sam Cooke, Jackie Wilson, James Brown et Ray Charles comme les précurseurs de ce nouveau genre musical. La salle garde les thèmes, les structures harmoniques ainsi que la forme responsorielle du gospel, dans laquelle une chorale répond au prédicateur, mais remplace sa chorale par un saxophone. En revanche, les paroles des chansons abandonnent la spiritualité chrétienne pour glorifier les plaisirs du quotidien, troquant l'eschatologie pour une philosophie du carpe diem. En somme, la salle conjugue la ferveur sacrée du gospel avec l'obscénité affirmée du blues. Cette union entre la musique de Dieu et les rythmes du diable suscite des réactions dans les franges les plus conservatrices de la société afro-américaine, qui crient au sacrilège et accusent la salle de dénaturer le gospel au profit du mauvais goût et de l'argent facile. Les détracteurs prétendent que les artistes appartenant à ce genre musical se sont contentés de piller les textes sacrés hérités de l'Église en remplaçant le nom de Jésus par celui de Baby. Pourtant, les relations qui existent entre la salle et le blues sont plus complexes qu'on ne le croit. D'abord, il faut rappeler que le gospel avait en son temps construit sa popularité sur les bases jetées par les premiers créateurs du blues. Thomas Andrew Dorsey, qui a débuté sa carrière en tant que pianiste de blues et que l'on considère comme le père du gospel, a non seulement repris du blues ses harmonies et rythmes pour composer ses chants gospel, mais a aussi cherché à y infuser son esprit et son pathos. Le blues est une musique profane, individualiste et fataliste. Il est une chronique autobiographique, exprimant dans un ton de mélancolie et d'autodérision les sentiments de tristesse et d'espoir d'une communauté confrontée aux dures réalités de la ségrégation et de la pauvreté. Tandis que le gospel est une musique religieuse, collective et positiviste, transmettant des valeurs telles que la fraternité et la solidarité, mais aussi imprégnée d'un discours fortement identitaire. On avait tendance à opposer ces deux genres musicaux, mais en fait, il y a toujours eu des allers-retours entre eux. Par exemple, certains artistes tels que Solomon Burke, Al Green et Staple Singers ont jonglé entre la salle et le gospel. Il a toujours existé une sorte de schizophrénie dans la musique afro-américaine, partagée entre la glorification de Dieu et la célébration des plaisirs qu'il leur a accordés. Le chanteur Al Green a poussé ce paradoxe à son paroxysme. Il a toujours entretenu la confusion entre la salle et le gospel en écrivant des textes tellement équivoques qu'il devient difficile de savoir si l'amour qu'il chante est de nature divine ou charnelle. Dans son autobiographie Take Me to the River publiée en 2000, il nous parle de ce dédoublement de personnalité. Chacun d'entre nous est un champ de bataille entre le bien et le mal. Vous avez peut-être réussi à trouver la paix intérieure, pas moi. Au plus profond de mon âme, le bien et le mal n'arrivent pas à cohabiter. Ils s'affrontent à travers le no man's land qui sépare le sacré du profane. Et si ma musique parle aux gens, c'est parce qu'elle reflète cet affrontement de chaque instant, cette souffrance qui remonte à mes racines les plus profondes. Par ailleurs, la musique salle a joué un rôle de conscience sociale similaire à celui qu'a pu avoir le gospel dans l'univers religieux. Les Staple Singers abordent la salle par le biais de la chanson Un message. Des titres tels que Respect Yourself, Be What You Are et Make a Friend trouvent un écho auprès d'un large public. C'est grâce au caractère universel de leurs paroles que ce groupe a touché tant les amateurs de rhythm and blues que les amateurs de pop. On les rattache même à la tradition des protest songs, car leurs textes sont en fait une réponse aux turbulences qui ont secoué l'Amérique sous le mandat de Richard Nixon, telles que la guerre du Vietnam, l'affaire du Watergate ou encore le renforcement des inégalités sociales. Par ailleurs, après une longue période d'antagonisme, la frontière qui séparait la salle et le gospel a fini par s'estomper. Pour survivre et prospérer, les pasteurs ne dépendent que du nombre et de la générosité de leurs fidèles. Et lorsqu'il s'agit d'attirer les foules, le rhythm and blues est un argument payant. C'est ainsi que le gospel s'est progressivement ouvert à la salle, afin de bénéficier de sa popularité auprès du jeune public et de son potentiel commercial. Puis, vers la fin des années 80, le gospel va s'unir au hip-hop pour donner naissance au hip-hop chrétien. L'autre étape marquante dans l'histoire de la salle, c'est la fondation de deux grands labels à la fin des années 50, le label Stax et le label Motown. Ils vont tous les deux défendre les artistes afro-américains,
mais adopteront des principes totalement opposés quant à la création et à la production musicale. Déjà pour commencer, le label Stax se situe à Memphis, dans le sud des États-Unis et en milieu rural, tandis que le label Motown se situe à Détroit, dans le nord et en milieu urbain. Ensuite, Motown cherchait à attirer un public de jeunes sans distinction de race, avec un son plus édulcoré, plus lisse, plus pop. C'est un peu comme s'ils essayaient de gommer la négritude de la soul. Stax, c'était l'inverse. C'était un son plus brut, plus authentique, plus proche des racines du blues. Le label revendiquait ses racines noires et défendait au mieux les valeurs culturelles afro-américaines avec le minimum de concessions. Au niveau de la création musicale, les méthodes diffèrent. Chez Motown, c'est l'aspect production qui domine. Les artistes sont contrôlés à chaque étape de leur carrière, la technique de l'overdubbing est monnaie courante et les albums se font en grande partie sur la table de mixage. On met davantage en avant l'aspect mélodieux et orchestré de la musique. Chez Stax, on incite plutôt les artistes à s'exprimer librement, même si c'est dans un cadre bien défini. Là-bas, c'est l'enregistrement collectif qui prime, et les albums sortent directement de la pièce d'enregistrement. Par ailleurs, le son de Stax était bien loin des enluminures de la Motown. Il comportait une section rythmique puissante et des vocaux beaucoup moins mis en avant que le label concurrent. Le label Motown a représenté des artistes devenus extrêmement populaires dans les années 60, tels que Marvin Gaye, Diana Ross, The Temptations, les Jacksons, Michael Jackson à ses débuts, ou encore Stevie Wonder. Tandis que le label Stax a aussi représenté des artistes connus tels que Samuel Dave, Isaac Hayes et Eddie Floyd, mais surtout Otis Redding qui était vraiment la seule et unique star du label. C'est en partie grâce à l'arrivée du rock qui revendiquait sa filiation avec les valeurs du blues que ce dernier a acquis sa popularité. Otis Redding était semblable à une rockstar. Il incarnait une jeunesse contestataire, romantique et révoltée contre le matérialisme de l'Amérique d'après-guerre. Et en plus, il avait une personnalité électrique, c'était un véritable showman. Enfin, si on regarde de plus près les artistes représentés par chacun des deux labels, on remarque que Motown était exclusivement composé d'artistes noirs, tandis que Stax prenait la mixité entre musiciens blancs et noirs. Ces deux labels reflètent tout à fait les attitudes contradictoires de la population afro-américaine. D'une part, la résistance à l'assimilation, le besoin d'enracinement. D'autre part, la volonté d'intégration et le besoin de reconnaissance de la communauté blanche. Et puis d'un côté, il y a la musique de divertissement destinée à faire oublier les problèmes. De l'autre, la musique porteuse d'une mission, à savoir la résistance face à l'oppression. Bien que le label Motown a beaucoup aidé à l'intégration et à la visibilité des Noirs dans la société américaine, beaucoup de puristes l'ont accusé de dénaturer la soul en la rendant plus pop et dansante. Des deux labels, seul Motown existe encore de nos jours. Il a été racheté par le groupe Universal. Tandis que Stax a fait faillite et a dû fermer ses portes en 1975, et ce pour de nombreuses raisons. Tout d'abord l'assassinat de Martin Luther King en 1968, qui a créé des tensions entre communautés blanches et noires. Ensuite le décès tragique d'Otis Redding, l'unique star du label, dans un accident d'avion. Ensuite l'avènement du disco qui a éclipsé les chanteurs de soul. Au milieu des années 60, un phénomène propulse la musique afro-américaine sur le devant de la scène, l'arrivée du funk. Ses trois pères fondateurs se nomment James Brown, George Clinton et Sly Stone. Le funk, c'est la rencontre de la soul, une musique s'adressant à l'âme, avec le rock and roll, une musique sexuelle s'adressant aux tripes. Néanmoins, ce nouveau genre musical va éradiquer le caractère mélodique et les enluminures orchestrales propres à la soul, pour mettre davantage en valeur la section rythmique. Dans le funk, le chanteur se place au même niveau que les instrumentistes, contrairement à la soul qui le met au premier plan. Ce qui va aussi distinguer les deux genres musicaux, c'est le processus de création des chansons. Le funk tend à se rapprocher du rock en faisant la part belle aux jam sessions, autrement dit aux longues sessions d'improvisation. Le processus de création est collectif. Et puis on conçoit davantage le funk en tant qu'album, contrairement à la soul, dans laquelle la chanson et donc le single est plus important. Enfin, contrairement au jazz, au rhythm and blues et à la soul, le funk fait peur à la communauté blanche, car il vient de la rue, il sort directement des ghettos. Il est l'affirmation de la toute-puissance sexuelle noire face à l'Amérique blanche puritaine, qui a souvent utilisé le mot funk de manière insultante
pour désigner la soi-disant puanteur et hypersexualité des Noirs. D'ailleurs, funk tend à se rapprocher de fuck. Si le funk fait irruption suite à la soul, ce n'est pas par hasard. La musique afro-américaine n'a jamais cessé de renaître de ses cendres, chaque fois que ces innovations ont été copiées, édulcorées et vulgarisées par l'industrie musicale blanche. L'unique moyen pour la communauté noire de préserver son originalité est de renouveler ses rythmes et ses mouvements suffisamment vite pour garder une longueur d'avance sur les imitateurs blancs qui pillent systématiquement son héritage. Décidés à ne plus se laisser déposséder, les artistes afro-américains ont recours à des rythmes et des thèmes suffisamment ethnocentriques pour en limiter l'accès aux seuls initiés, assurant ainsi la sauvegarde de leur patrimoine. Par exemple, lorsque Rufus Thomas bat des ailes en scandant les paroles de Douce the Funky Penguin à Woodstock en 1972, seul le public des ghettos est en mesure d'apprécier pleinement un spectacle hermétique à tous ceux qui ne possèdent pas les clés de la culture afro-américaine. Le funk devient aussi pour de nombreux artistes et groupes soul des années 60 l'occasion de retrouver une seconde jeunesse afin de conquérir les nouvelles générations. Par exemple, le chanteur Curtis Mayfield, ancien leader du groupe The Impressions, va faire évoluer sa carrière solo en ajoutant dans sa musique des influences psychédéliques et des rythmes funk. Des groupes tels que Alley Brothers et Oyo Players vont introduire des riffs avec des effets de pédales wah-wah, des synthétiseurs, des lignes rythmiques plus importantes, ainsi qu'un caractère festif et dansant, tout en restant fidèle aux harmonies vocales héritées du gospel. On est déjà dans du pré-disco. Par ailleurs, une école de soul coexiste indépendamment du funk, la Philadelphia Soul. Bien que moins populaire que Stax et Motown, Philadelphia International Records est l'autre grand label à faire la promotion des artistes soul auprès d'un large public. Parmi les artistes représentatifs de ce label, on retrouve Billy Paul, Teddy Pendergrass, Don Covey, The OJs, les Jacksons, Lou Rawls, The Intruders, The 3 Degrees, The Tramps ou encore Harold Melvin and the Blue Notes. Le duo Gamal & Huff ainsi que Tom Bell sont les trois auteurs, compositeurs et producteurs à l'origine du Philly Sound. Ensemble, ils ont composé, écrit et produit plus de 3000 chansons, dont une vingtaine hissées au top du hit parade. À l'instar de Motown, ils ont lissé le son pour le rendre plus pop en misant sur des mélodies raffinées, des voix dramatiques, des arrangements sophistiqués laissant la part belle aux orchestrations de cuivre et de cordes, tout en conservant le groove et les rythmes funky. On peut dire que le Philly Sound a établi une passerelle entre le son de Motown et la vague disco qui s'ensuit. Earl Young, le batteur du groupe Tramps, y a énormément contribué. On lui doit la mise au point du Four and the Floor, que l'on entend pour la première fois dans The Love I Lost de Harold Melvin and the Blue Notes, et qui sera repris de manière simplifiée par le disco. Celui-ci accentue de manière uniforme chaque ton avec la grosse caisse dans une mesure à 4/4, tandis que la caisse claire vient souligner les deuxième et quatrième temps et les cymbales Charleston se mettent en position ouverte sur les contretemps. Le disco s'appuie largement sur les apports du Philly Sound et du funk pour créer de toutes pièces un style capable de fédérer le plus grand nombre. Désormais, un pacte était scellé entre la rigueur mathématique des boîtes à rythme et le groove, cette dynamique indéfinissable qui anime les meilleurs morceaux de soul et de funk, mais qu'une machine ne peut pas reproduire. Peu à peu, le funk finit par être supplanté par le disco. Pour cause, en 1975 s'achève la guerre du Vietnam. Les Américains ont besoin de souffler et se jettent ouvertement dans le funk le plus dansant. Dès lors, les limites entre le funk et le disco deviennent confuses. Plein de groupes jonglant indifféremment entre les deux styles vont débarquer, parmi lesquels beaucoup de groupes éphémères et désormais tombés aux oubliettes. Nile Rodgers et Bernard Edwards, les deux membres du groupe Chic, vont toutefois exercer une influence sur la musique pop de cette époque, puisqu'ils vont produire et composer pour d'autres artistes tels que Diana Ross, David Bowie, Sister Sledge, Duran Duran, Blondie, Madonna et Mick Jagger. Comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, beaucoup de groupes de rock à cette époque s'essayent au disco. L'industrie musicale s'emballe tellement pour le disco que même les mastodontes Earth, Wind & Fire et Kool and the Gang vont allonger leur funk pour aller vers une dimension mi-pop, mi-disco. Les spectacles d'Earth, Wind & Fire deviennent de plus en plus kitsch et démesurés, prenant pour décor des pyramides égyptiennes et mettant en œuvre des effets de pyrotechnie et des jeux de lumière laser. Leurs performances scéniques deviennent moins spontanées, leurs spectacles beaucoup plus aseptisés. Tandis que Kool and the Gang va connaître un succès planétaire avec Ladies Night, la bande originale du film La fièvre du samedi soir.
Même James Brown, qui ne figure plus dans le top 10 Soul, va sortir un album intitulé The Original Disco Man, sans renouer avec le succès pour autant. Ou bien un chanteur comme Curtis Mayfield, qui n'a jamais succombé aux facilités du disco, finit par tomber dans l'anonymat vers le milieu des années 80. Au fur et à mesure, le funk devient plus industriel et répétitif, car les enjeux commerciaux sont importants. On considère que le funk a été anéanti et vidé de son âme par le disco. Il a perdu de sa veine provocatrice, il est devenu standardisé. Le disco était mal perçu par les puristes, qui le considéraient comme une version caricaturale et dénaturée du funk. On a accusé le disco de s'être réapproprié les rythmes noirs, sous couvert d'un alibi intégrationniste faussement égalitaire. On ira même jusqu'à dire que c'est la réponse d'un show business blanc peu habitué à la remise en cause de sa suprématie. Néanmoins, certains artistes sont restés fidèles au véritable état d'esprit du funk. George Clinton et Bootsy Collins vont faire de la résistance face au disco en lançant leurs musiciens et choristes dans d'innombrables projets parallèles. Les Horny Horns, Sweet Band, Bernie Worrell, Eddie Hazel, Fuzzy Haskins, Parlett, les Brides of Frankenstein, sans oublier, last but not the least, le Bootsy Rubber Band. Évidemment, le groupe Rufus et Chaka Khan, qui aborde des genres musicaux diversifiés, va persister grâce à sa polyvalence. Au début des années 80, un artiste dénommé Rick James va changer la donne en inventant un style qu'il baptise le punk funk. Face au consensus du disco, il incarne une figure de rebelle, dont les attitudes choquent de par sa trivialité et son insolence. Rick James devient la nouvelle rockstar des ghettos. Il injecte au funk de la hargne, de la subversion et de la provocation. Bien que partisan du politiquement correct, le label Motown finit par le prendre sous son aile. Pour cause, ses disques vont connaître un réel succès commercial. On considère même que c'est lui qui a sauvé la compagnie de la faillite. Parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque, les Jackson 5, qui étaient alors les plus gros vendeurs de disques du label Motown, ont fini par le quitter pour signer chez Epic Records. Par ailleurs, Rick James va aussi collaborer avec les Temptations sur le titre Standing on the Top, ce qui va permettre à ce groupe de la vieille école de conserver un pied dans l'actualité de la soul. Le funk va aussi de plus en plus lorgner du côté du hip-hop. Tout d'abord grâce à Prince qui va mettre au point le Minneapolis Sound, anticipant déjà sur le New Jack Swing à venir. Quand on écoute certains morceaux tels que Housequake et Bad Dance, on y décèle déjà des signes avant-coureurs du hip-hop. Dans son album 1999, l'artiste va recourir aux toutes nouvelles boîtes à rythme mises en vente sur le marché pour les mêler à des sons de synthétiseurs et à des effets de pédales de guitare afin de moderniser sa musique. Il crée ainsi toutes sortes d'effets sonores novateurs pour l'époque. Sans atteindre la même notoriété que Michael Jackson, Prince suscite un réel engouement, tant de la part du public blanc que du public noir. C'est ce qu'on va appeler la Prince Mania. En outre, il devient une figure ultra respectée dans le monde de la musique. Enfin, l'électro-funk rock inventé par Prince va définitivement ragardiser le disco et ranimer la flamme du funk. Quant à Roger Troutman, le chanteur de Zapp, il va initier le mouvement G-Funk et collaborer avec de nombreux rappeurs de la scène West Coast. Il va être l'un des premiers artistes à utiliser la talkbox. On l'entend notamment sur le titre California Love de Tupac. Ses lignes de basse très graves et son utilisation du vocodeur vont inspirer toute une flopée de rappeurs, parmi lesquels Warren G, Tupac Shakur, Snoop Dogg, Dr. Dre, Ice Cube et même un rappeur East Coast tel que Notorious B.I.G. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le hip-hop s'est beaucoup servi du funk pour asseoir sa musique, notamment par le biais du sampling. Comme je le disais dans ma première vidéo sur les musiques électroniques, le rap n'existerait pas sans l'instrumental qui l'accompagne. Les DJ reprennent énormément de disques funk, essentiellement du Zapp, du James Brown, du Parliament, ou encore du funkadélique. Sinon, à part ça, un autre genre de funk radical va éclore à Washington au cours des années 70, le go-go. Ce genre s'est principalement développé dans les clubs, mais se distingue du disco de par son refus des boîtes à rythme et des synthétiseurs. L'accent est plutôt mis sur les percussions, les cuivres, une basse bien lourde, lente et puissante à la fois, et un chant qui tend à se rapprocher de la scansion rap. Parmi les groupes représentatifs de ce courant musical, on retrouve Chuck Brown et The Soul Searchers, que l'on considère comme les inventeurs du go-go, Rare Essence, Trouble Funk, Experience Limited ou encore DC Scorpio. Le go-go va créer une passerelle entre la soul et le hip-hop. En refusant de rompre avec l'énergie et l'agressivité des ghettos,
Il va ouvrir la voie au New Jack Swing. Néanmoins, ce courant musical est resté confiné à Washington et ne s'est pas répandu au-delà, faute de moyens et d'infrastructures. Mais où en est donc la SAD dans les années 80 ? Eh bien, durant l'âge d'or du funk et du disco, elle ne doit sa survie qu'à deux écoles, celle du Quiet Storm et celle de la Soul Blues. Le Quiet Storm est un genre de ballade romantique et sensuelle qui dégage une atmosphère intime et relaxante, taillée sur mesure pour être écoutée en soirée après une dure journée de travail. Il existe même une émission de radio à Washington, intitulée The Quiet Storm, exclusivement dédiée à ce style de musique. Par la suite, ce type de format est devenu extrêmement populaire sur les radios américaines visant des auditeurs noirs et urbains. Les artistes les plus représentatifs du mouvement sont Annie Baker, Luther Vandross, Roberta Flack, Freddie Jackson et Teddy Pendergrass. Face au funk, au disco et au hip-hop, tous ces chanteurs sont restés fidèles à une style authentique tout au long de leur carrière. On remarque aussi que la ballade a permis de relancer la carrière de Walter Jackson, qui a été éclipsée vers la montée du funk. Quant à la soul blues, comme son nom l'indique, elle mélange des éléments de soul et de blues. Dans cette catégorie, on retrouve B.B. King, Little Milton, Bobby Bland, Johnny Taylor et bien d'autres encore. Un bon nombre de ces artistes ont en fait été récupérés des grandes maisons de disques telles que Stax, qui les ont délaissés face à l'essor du disco, mais autant te dire que la soul blues touche principalement un public noir âgé de plus de 30 ans. C'est pour cette raison qu'aucun de ces artistes n'est représenté dans les hit parades, ceux-ci continuant à refléter les goûts des plus jeunes en privilégiant le marché des singles. Pourtant, l'école soul blues perdure encore de nos jours. Sinon, à part ça, d'autres artistes tels que Dionne Warwick, Stevie Wonder, Michael Jackson et Whitney Houston ont atténué leur héritage afro-américain pour intégrer le domaine de la variété américaine. Michael Jackson est devenu une immense pop star, embrassant un large panel de styles musicaux tels que le funk, la soul, le disco ou encore le hard rock et le heavy metal. Il a autant collaboré avec des artistes noirs comme Berry Gordy et Quincy Jones que des artistes blancs tels que Paul McCartney et Eddie Van Halen. Mais dès lors que Michael Jackson a commencé à travailler avec le label Epic Records, les critiques musicaux l'ont accusé de trahison vis-à-vis d'un certain essentialisme musical noir. Vers la fin de sa carrière, alors que les rumeurs de pédophilie entachent sa réputation, il est obligé de se racheter en faisant un duo avec Britney Spears au Madison Square Garden. Le problème de Michael Jackson est qu'il est tiraillé entre son besoin de reconnaissance de la part de la communauté blanche et sa crédibilité artistique auprès de la communauté noire. On en fait même un symptôme de l'inculturation des Afro-Américains par les Blancs. Dans son ouvrage Peau noire, masque blanc, l'écrivain Frantz Fanon explicite ce problème lorsqu'il parle de l'assimilation des individus qui mène à leur dépossession culturelle et identitaire. Selon lui, le noir a une conscience aliénée parce qu'il exige de sa personne l'attitude parfaite que l'on attend de lui. Le regard de l'autre le conduit à se conformer aux préférences du dominant, en ce sens où il est apprécié en référence à son degré d'assimilation. Cela implique que les opprimés finissent par donner raison aux oppresseurs, renient leurs propres origines et annient toute expression de révolte à leur encontre. Le hip-hop reste alors la seule forme d'expression des minorités vivant dans les banlieues touchées par le chômage, la drogue, la criminalité et le racisme. Son avènement représente la réponse logique de la culture de la rue à l'embourgeoisement de la soul. À partir du milieu des années 80, le funk est en perte de vitesse face au hip-hop. Initié par Teddy Riley, le New Jack Swing mélange les voix et les harmonies héritées du gospel, les rythmes frénétiques et dansants du go-go, les nappes de synthé, les samples puisés chez James Brown, Parliament et Funkadelic, et les rythmes durs et lourds du rap. D'une manière générale, il abandonne les sonorités organiques du funk pour les boîtes à rythme et sons de synthèse produits par ordinateur. Cela donne naissance à un hip-hop plus mélodieux, souvent chanté mais comportant quelques couplets rappés. Ses précurseurs sont Keith Sweat, Bobby Brown, Guy ou encore Today. Entre 1985 et 1995 environ, le New Jack Swing va dominer la musique populaire noire américaine avant d'être remplacé par le R&B. Grâce à ce nouveau genre musical, la musique soul va reconquérir une audience mainstream tout en conservant une crédibilité auprès des ghettos.
Le New Jack Swing a été à la fois un enjeu de survie du rhythm and blues et une opportunité pour le rap de gagner sa place sur les ondes des grandes radios noires. Enfin, alors que le Quiet Storm s'adressait plutôt à un public adulte, le New Jack Swing ciblait essentiellement un public adolescent. Il faut aussi rappeler le contexte politico-social de l'époque. Dans les années 80, la présidence de Ronald Reagan, en imposant des restrictions sur les services publics tels que l'éducation, la santé et la sécurité, a exercé une influence désastreuse sur la communauté afro-américaine. La misère et le trafic de drogue augmentent dans les quartiers les plus pauvres et le nombre de Noirs incarcérés augmente. En réponse à cela, la New Jack Swing veut apporter un message positif à la jeunesse, l'inciter à réussir et à s'intégrer à la communauté blanche. Cette alliance entre la soul, genre musical socialement acceptable et sophistiqué, et le rap, souvent exclu des médias dominants à cause de son agressivité verbale, symbolise l'ascension sociale d'une communauté afro-américaine ayant grandi dans les ghettos. Au milieu des années 90, le monde du hip-hop va être impacté par l'assassinat de Tupac par des gangs ennemis en 1996 et par le décès de Notorious B.I.G. l'année suivante dans les mêmes circonstances. Alors que l'industrie du rap amorce un lent déclin, le R&B succède au New Jack Swing avec pour figure de proue Puff Daddy et R. Kelly. Mais dans le fond, les choses n'ont pas changé. L'industrie du R&B se retrouve confrontée au paradoxe qui consiste à préserver son identité rebelle tout en proposant une vitrine plus acceptable aux yeux de l'Amérique bien pensante. Néanmoins, certains artistes veulent rompre de manière radicale avec le très commercial et formaté R&B qui règne dans l'industrie musicale. D'Angelo se montre ouvertement réactionnaire vis-à-vis de ce genre musical qui a fleuri dans les années 90 et en dénonce les dérives. Nous avons créé une forme d'art et nous sommes en train de la tuer à force de la surcommercialiser. Je me sens impliqué dans une révolution. Jusqu'où peut-on aller ? Combien de chansons pouvons-nous encore écrire sur les femmes, les bijoux, les voitures et l'argent ? J'essaie de déshypnotiser le public. La New Soul se promet d'être un retour à une soul authentique avec un son plus organique et un enregistrement analogique, c'est-à-dire à l'ancienne. Les musiciens en viennent même à sampler la musique qu'ils jouent eux-mêmes en studio. Ce genre musical fusionne l'héritage mélodique du gospel et de la soul avec les derniers rythmes tendances du hip-hop. Les morceaux comportent à la fois des passages chantés et des passages rappés. Ce qu'il faut comprendre au sujet de la New Soul, c'est que les artistes ne cèdent pas à la tentation facile de la nostalgie, mais au contraire cherchent à dépoussiérer un genre musical oublié. Tous les artistes qui ont initié ce mouvement forment une véritable école. Les Salquarians est un collectif auquel appartiennent divers artistes ayant pour point commun leur passion pour la salle. Le batteur Questlove des Roots, le beatmaker J. Dilla, le claviériste James Poyser, le rappeur Common, la chanteuse Erykah Badu, le bassiste Pino Palladino, le trompettiste Roy Hargrove. Dans la lignée de ses prédécesseurs, la New Soul prône un retour à un processus de création collectif. Par exemple, l'album Voodoo de D'Angelo, qui est un album phare du New Soul, résulte de longues sessions d'improvisation entre les membres des Salquarians sur des standards de James Brown, Prince ou encore Sly Stone. Par ailleurs, l'individualisme des années 80 et 90 laisse place dans les années 2000 à un retour vers des valeurs plus collectives. Ce changement de mentalité va permettre à la salle de réaffirmer ses valeurs. Elle veut redonner une voix à la communauté noire que l'individualisme du rap a contribué à atomiser. Elle cherche à promouvoir une musique que l'on écouterait ensemble et en famille, dans le living room plutôt qu'au coin de la rue. L'autre caractéristique importante, c'est la prise de conscience historique et la quête identitaire. En témoigne l'album The Miseducation of Lauryn Hill, qui au passage a été consacré par le magazine Rolling Stone comme étant l'un des 50 meilleurs albums de rap de tous les temps. Cet opus connecte le rap avec l'histoire musicale de la diaspora africaine. En fait, le titre fait écho au livre The Miseducation of the Negro, La mauvaise éducation du nègre, de Carter G. Woodson, et est suffisamment explicite quant aux intentions de cet album. Cet auteur dénonce le fait que les Afro-Américains ne puissent se définir uniquement en tant qu'esclaves et en viennent à intérioriser un sentiment d'infériorité. En fait, il rejoint en quelque sorte ce que disait Étienne de la Boétie dans son fameux discours de la servitude humaine. À savoir qu'un individu qui n'a jamais connu autre chose que la soumission ne pense même pas avoir d'autres droits que ceux auxquels on l'a habitué.
Ainsi, à travers la prise de conscience de son passé, se profile une quête de sens qui lui permet d'avancer avec confiance vers l'avenir et de gagner davantage d'estime en lui-même. La New Soul se construit contre toute tentative d'intégration, en coupant obstinément les passerelles avec le business du crossover et de l'Amérique blanche. Un jour, D'Angelo a déclaré que sa musique s'adresse exclusivement à la communauté noire. Si je fais de la musique, c'est pour les miens. Il y a même eu une polémique concernant Lauryn Hill, qui aurait affirmé qu'elle ne voulait pas que les Blancs achètent son album. Même si par la suite elle a atténué ses propos, cela en dit bien long sur les rapports tendus entre les communautés, qui avaient alors tendance à se replier sur elles-mêmes à cette époque. Par la suite, des figures comme Mary J. Blige ainsi que Alicia Keys pour la génération d'après vont continuer à marier la salle avec le hip-hop, tout en connaissant un succès plus mainstream. Dans cette nouvelle partie, je vais te parler du cas du jazz. La raison pour laquelle j'ai choisi de consacrer un chapitre à part à ce sujet est que le jazz a une construction plus complexe, plus élaborée que les genres musicaux dérivés du rhythm and blues. On le considère comme une branche de la musique savante. Nous allons voir que celui-ci va s'associer à d'autres courants musicaux tels que le rock, le funk et la soul, afin de s'affranchir des codes établis. À la fin des années 60, le hard bop et le bebop connaissent un déclin auprès du public. Le rock et le funk sont alors en pleine effervescence et suscitent un réel engouement auprès de la jeunesse noire américaine, qui peu à peu s'éloigne du free jazz. Au cours des années 70, tous les jazzmen veulent jouer du funk. Pour certains musiciens, ce rapprochement des deux genres va de pair avec la volonté de toucher un public plus large afin d'atteindre les sommets des classements musicaux. Pour d'autres, ce mélange jazz-funk est le terrain d'expérimentation multiples. Dissuadé par l'élitisme du free jazz et indigné par le rock, qui selon lui a détourné et édulcoré le rhythm and blues au profit des blancs, Miles Davis prête toute son attention à la musique populaire noire et particulièrement au funk de James Brown et aux expériences sonores du guitariste Jimi Hendrix. Son objectif est de ramener la jeunesse noire américaine vers le jazz grâce à la création du jazz fusion. Pour ce faire, Miles Davis s'entoure de musiciens issus pour certains de la scène rock. Ensuite, il utilise de plus en plus d'instruments électriques, allant jusqu'à électrifier sa trompette, ajoute des synthétiseurs et adopte les rythmes binaires. C'est un peu comme s'il cherchait à reprendre au rock ce que celui-ci avait volé au jazz. En 1969, avec l'album In Silent Way, Miles Davis va opérer un changement majeur dans sa carrière. On considère que c'est cet album qui a popularisé le jazz fusion et révolutionné l'histoire du jazz en rassemblant deux genres jusqu'alors séparés par une ligne considérée comme infranchissable. Dans son album suivant, Bitches Brew, il peaufine le nouveau genre musical qu'il a créé en s'enracinant davantage dans la férocité et la puissance hypnotique du rock et de la musique africaine. Il abandonne clairement le swing propre au jazz pour adopter un style d'improvisation plus proche du rock. Même s'il rebute les amateurs de jazz traditionnels, cet album rencontre un grand succès public, tant chez les rockers que chez les jazzmen. Dans l'album On the Corner, Miles Davis va encore plus loin. Cette fois-ci, il mélange les rythmes du funk aux idées formelles et abstraites inspirées par la pièce Hymnen de Stockhausen, notamment la répétition et le looping. Dans la pièce intitulée Ellen Butt Mr. Freedom X, le trompettiste délaisse le swing, donc du jazz, en faveur du groove funk. De manière générale, l'accent est davantage mis sur la section rythmique que sur les solos. Comme chez James Brown, la prééminence du rythme fait imposer les règles d'écriture et relègue au second rang l'harmonie et la mélodie. Tout ceci afin de s'accorder avec les goûts du public, qui s'est alors plus porté vers les musiques de danse à cette époque. L'absence véritable de thème, comme toute grille d'accords, crée une sorte de flou musical qui perdure pendant plus de 20 minutes. Par ailleurs, le son est spatialisé. Miles Davis exploite ce registre suraigu avec sa trompette et ses multiples effets. La pédale wah-wah, le délai et la reverb. Les synthétiseurs joués par Herbie Hancock et Chick Corea créent des nappes sonores dans le registre médium qui se greffent à la basse électrique de Michael Anderson dans le grave. Malgré son audace musicale et créative, l'album sera un échec, autant rejeté par la presse que par les puristes du jazz et les fans. Néanmoins, grâce à Miles Davis, toute une génération d'amateurs est venue au jazz. Le jazz rock a considérablement élargi le public du jazz, qui avait tendance à se redire avec le free jazz. Cependant, certains critiques détestaient Miles Davis, qui est considéré comme un opportuniste qui courait après toutes les tendances du moment. À la même époque, d'autres musiciens de jazz vont expérimenter le mélange des formes et des techniques d'improvisation du jazz,
avec les instruments électriques du rock ainsi que les rythmes du funk. Plutôt qu'un genre musical clairement codifié, le jazz fusion peut être considéré sous l'angle d'une tradition ou d'une approche particulière de la musique. Parmi les principaux groupes qui marchent sur les traces de Miles Davis, on retrouve les Headhunters fondés par Herbie Hancock, Return to Forever fondé par Chick Corea, Weather Report fondé par Wayne Shorter et le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin. Suite aux échecs commerciaux de ces 3 albums expérimentaux, Hancock souhaite revenir à une musique plus accessible. Étant un grand admirateur de Sly Stone et de James Brown, il décide de fonder en 1973, sous l'impulsion de Miles Davis, le groupe de jazz funk Headhunters. Il y réunit 4 musiciens funk aptes à faire du jazz, plutôt que d'engager des jazzmen capables de jouer du funk. Leur premier album, Headhunters, est l'une des meilleures ventes de l'histoire du jazz. Il s'est hissé à la première place des charts pendant plus de 15 semaines. À leur début, la musique des Headhunters était considérée par les puristes du jazz comme de la pop, mais elle est largement reconnue comme faisant partie de la famille du jazz, puisqu'on y retrouve tous les ingrédients typiques, à savoir l'improvisation, les progressions harmoniques et les thèmes. Néanmoins, ce qui l'en distingue, c'est l'utilisation des motifs rythmiques répétitifs et des lignes de basse groovy soulignées à l'extrême, mais surtout la présence des synthétiseurs, dont les possibilités sonores sont largement exploitées. Dans l'album Headhunters, Herbie Hancock reprend un de ses tubes écrits dans sa période post-bop, Watermelon Man, pour en proposer une version jazz fusion 10 ans plus tard. La version initiale de ce morceau se base sur une forme AABA tout à fait typique du jazz. Il comporte une introduction de 8 mesures, puis une première partie comportant 16 mesures qui expose le thème principal, qui est ensuite repris, avant d'enchaîner sur la partie B, dans laquelle chaque instrument improvise en solo sur le thème. Enfin, la partie A est reprise et le morceau se clôt sur une coda. Dans la seconde version, bien que la mélodie originale et le riff au clavinet soient restés intacts, la forme traditionnelle AABA a disparu et laisse place à un enchaînement entre des sections plus nombreuses et plus courtes. La structure du morceau est plus souple. Le nombre d'instruments étant plus important, les longs solos improvisés n'existent plus. Les instrumentistes dialoguent davantage entre eux. Enfin, ce qui est tout nouveau dans cette version, c'est l'utilisation de l'overdubbing. Ce mélange efficace de funk, de jazz et de musique électronique est repris dans les albums suivants. Si les premiers albums des Headhunters se distinguent par l'absence de guitariste, Hancock prenant en charge les parties de guitare au clavier, la guitare fait son apparition à partir de l'album Manchild dans un style wah-wah typiquement funky. La démarche des Weather Report est sensiblement la même que celle des Headhunters. Ce groupe veut avoir une énergie proche du rock, avec l'utilisation d'instruments électriques et de synthétiseurs, tout en restant dans le jazz par une approche d'improvisation. Wayne Shorter, le saxophoniste et compositeur du groupe, a délaissé la structure habituelle du jazz pour des structures plus organiques et collectives. Le son du groupe n'a jamais cessé d'évoluer au fil des années. D'abord très expérimental et libre, leur musique est de plus en plus arrangée et met davantage l'accent sur le groove. Leurs arrangements sont parfois tellement complexes qu'on ne parvient pas à les différencier des parties improvisées. On peut également remarquer dans les albums du groupe des influences de différents styles musicaux latins ou africains qui créent un nouveau courant de fusion lié à la world music. L'album Evil Weather du groupe Weather Report est un des disques de jazz rock ayant remporté le plus grand succès populaire. Ils ont notamment remporté un énorme succès commercial avec la chanson Birdland. De même, Chick Corea, avec son groupe Return to Forever, veut créer un style de musique plus accessible que le jazz d'avant-garde. Il parvient à créer des chansons au style particulièrement mélodieux, agrémenté par le jeu de basse de Stanley Clarke. Sous l'influence du rock psychédélique, ce dernier utilise des effets de saturation et de déformation. Quant au Mahavishnu Orchestra fondé par John McLaughlin, il est influencé aussi bien par le rock psychédélique que par la musique indienne traditionnelle. Leur musique se caractérise par une écriture complexe, avec des mesures impaires et de la polytonalité. Les morceaux du groupe comportent souvent des longs passages de solo, dans lesquels violon et guitare électrique se répondent mutuellement. Ian Hammer innove en utilisant un synthétiseur Minimoog avec des effets de distorsion qui lui donnent une sonorité proche de la guitare électrique. Malheureusement, une bonne partie des productions de ces groupes de jazz fusion a très difficilement passé l'épreuve du temps. Par ailleurs, à la même époque, des albums ni vraiment jazz ni vraiment funk envahissent les bacs des disquaires. De nombreux jazzmen en perte de vitesse vont surfer sur la vague du funk. Par exemple, le trompettiste Donald Byrd
avec son très groovy Blackbird, qui le remet en selle à 40 ans passés. Il s'entoure pour l'occasion de jeunes musiciens, futurs stars de la scène funk et disco. Il lancera aussi les Blackbirds, dont les disques renferment des tubes funky. Dans la même veine, citons des musiciens tels que Grover Washington Jr., George Benson, George Duke ou encore Roy Ayers. Bien que l'album Mr. Magic de Grover Washington se soit retrouvé numéro 1 à la fois dans les charts jazz et soul, les critiques lui ont reproché d'être répétitif, édulcoré, reposant sur des compromis artistiques et uniquement produit à des fins lucratives. Quant à George Benson, il introduit des rythmes et des arrangements funk, mais va tout de même conserver un tracé jazz. Son album Breathing devient numéro 1 tant dans le classement jazz que dans le classement pop. Le point culminant de sa carrière, ça a été l'album Give Me the Night produit par Quincy Jones, dans lequel il y aura un son plus pop et des influences disco. La plupart du temps, les artistes se font des allers-retours entre le jazz et les autres genres de musique. Par exemple, George Duke fait tantôt du jazz, tantôt du rhythm and blues. Quant aux Breaker Brothers, leur travail est très diversifié selon les albums, allant du jazz fusion très sophistiqué harmoniquement et rythmiquement dans leurs albums The Breaker Brothers et Heavy Metal Bebop, à une musique disco-funk plus adaptée au grand public sur Détente et Don't Stop the Music, en passant par des morceaux très funk, c'est-à-dire dotés d'une harmonie très simple avec des riffs puissants comme Oh My Stars. L'autre particularité est que certains albums tels que Détente contiennent une majorité de chansons possédant des paroles, tandis que d'autres comme Strafanging n'en possèdent aucune. Bien souvent, l'approche du funk de tous ces artistes reste superficielle, car leurs œuvres restent attachées à des conventions esthétiques proches de la salle commerciale. En effet, afin de répondre aux exigences des stations de radio, le format des pièces est relativement court et ne dépasse rarement les 4 minutes. De plus, l'alternance couplet-refrain est à nouveau utilisée, et certains jazzmen emploient volontiers les enluminures orchestrales. Enfin, l'autre grand courant musical mainstream dérivé du jazz est le smooth jazz, dont les figures majeures sont David Sanborn, Chuck Mangione, Grover Washington et bien sûr Kenny G, que l'on considère comme le fondateur du smooth jazz. Grâce à l'album The Moment, le saxophoniste vedette a connu un succès commercial considérable. Ce nouveau genre musical a un fort potentiel crossover et a tendance à attirer à lui un public néophyte en matière de jazz, grâce à ses mélodies, son rythme entraînant et sa facilité d'écoute. On peut le décrire comme étant un mélange de jazz et de musique pop-rock. Par la suite, il a évolué et a fini par devenir une combinaison de jazz, d'easy listening, de pop music et de R&B. On avait d'ailleurs tendance à ranger le smooth jazz dans la catégorie du quiet storm. Le smooth jazz reprend l'instrumentation du jazz fusion, à savoir une rythmique composée d'une batterie, d'une basse électrique, divers synthétiseurs et d'un ou plusieurs instruments solistes, le solo étant tenu la plupart du temps par une guitare, un saxophone ou encore un piano. Par contre, il prend un tournant moins avant-gardiste et plus commercial que le jazz fusion en simplifiant la structure. L'improvisation du jazz est réduite à quelques accords qui reviennent de manière inchangée tout au long du morceau, ce qui la rend facile à suivre pour l'auditeur. Cela permet aussi à la musique de se fondre dans le décor. Enfin, la dimension studio est plus importante que la performance live. À l'instar de la Motown, les albums de smooth jazz sont très formatés. Ils exigent une perfection pour les enregistrements qui suscitent des arrangements et des compositions écrites, ainsi que l'introduction de boîtes à rythme, de sampleurs et de la technique de l'overdubbing. Il n'y a donc pas de place pour l'improvisation, ce qui est contradictoire avec le principe du jazz qui repose avant tout sur l'interaction entre les musiciens. Alors ça y est, on arrive enfin à la question que j'ai posée au début de la vidéo. Les genres musicaux sont-ils nécessaires ? Noir, blanche, jaune, bleu à pois rose, jazz, variété, classique, toutes ces distinctions sémantiques sont perfectionnées pour séparer, heurter, opposer les musiciens. Elles ne représentent rien, ne renvoient à rien d'autre qu'à la musique. Une idée reçue fréquente est que les genres musicaux divisent les publics et peuvent accentuer les tensions sociales. C'est ainsi que le public peut entretenir certains préjugés à l'égard de certaines catégories musicales et du coup passer à côté d'artistes qu'il pourrait aimer. Car au-delà des clivages socio-ethniques, des catégories de classe sociale, de genre et de race,
La musique reste un langage universel qui exprime des sentiments communs et peut rallier tous ceux qui partagent un chemin de vie similaire. Par exemple, n'importe qui peut avoir le blues sans pour autant avoir travaillé en tant qu'esclave dans un champ de coton. On pourrait même dire qu'après tout, savoir à quel genre musical appartient son artiste ou groupe préféré, on s'en fout. Chaque artiste a sa propre personnalité et ne saurait se réduire à une catégorie. En fait, si l'industrie musicale réalise des crossovers entre les genres musicaux, c'est avant tout pour élargir une audience restreinte ou spécifique. Le point positif de ce type de pratique est que cela permet de désectariser les publics. Aux États-Unis, la musique est intrinsèquement commerciale. Même les musiques de niche n'échappent pas à cette logique. C'est pour cette raison que là-bas, on réalise beaucoup plus de crossovers qu'en France. Autant où l'industrie du disque était florissante, les genres musicaux permettaient au public de trouver plus facilement ce qui correspondait à ses goûts personnels. Cela permettait une identification plus rapide. Définir les genres était alors surtout utile pour les marketeurs qui voulaient cibler un groupe d'individus. Désormais, à notre époque, les limites entre les genres musicaux sont devenues confuses et il n'existe plus vraiment de fanbase fédérée autour d'un genre musical. Sur les plateformes de streaming, les auditeurs peuvent choisir leur musique non plus en fonction du genre musical, mais en fonction du type d'atmosphère qu'ils recherchent ou encore du type d'activité qu'ils pratiquent. Au point où on en est-il encore nécessaire de définir les genres musicaux? Eh bien, ma réponse est oui. L'idée que je défends est que la confusion entre les genres musicaux peut s'avérer dangereuse pour l'industrie musicale, dans la mesure où l'absence de diversité tend à uniformiser et stériliser la création. Cela est tout à fait probant à notre époque, où le marché musical est monopolisé par la pop urbaine, l'afrobeat et le rap. La situation actuelle rappelle tout à fait celle du disco dans les années 70, lorsque l'industrie musicale était excessivement gouvernée par la quête de facilité et du profit immédiat. Tandis que dans les années 90, les auditeurs avaient accès à une plus grande diversité de genres musicaux. Or, on a vu que l'hybridation entre les genres musicaux est un facteur d'évolution pour la musique. Parfois, le crossover dans les musiques actuelles parvient au renouvellement de genres menacés d'extinction, comme cela a été le cas par exemple de la New Wave qui a pris la relève du punk, ou encore de la New Soul qui a donné un nouvel élan à la salle. Néanmoins, il faut faire le distinguo entre hybridation et fusion. Pour t'expliquer cette différence, je vais établir des comparaisons avec le domaine de la génétique. La fusion suppose la perte des différences entre les éléments initiaux, indépendamment de l'influence de chaque élément dans le résultat final. Par ailleurs, un élément majoritaire ou plus dynamique peut entièrement phagocyter l'autre. Tandis que dans le processus d'hybridation, les éléments initiaux restent encore distincts dans le résultat final. La mise en relation d'éléments disparates crée une nouvelle forme. En fait, l'idéal serait de parvenir à une communion dans la réciprocité, dans laquelle l'âme de chaque genre musical puisse être préservée. En effet, chaque genre musical possède ses propres règles qu'il faut respecter, à savoir des techniques vocales, des structures rythmiques, des progressions harmoniques, une instrumentation, un phrasé et un style d'interprétation qui lui sont propres. Reprendre les éléments du passé consiste alors à les réinterpréter et à leur apporter un nouvel éclairage. En définitive, ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est revenir à une certaine authenticité. Et voilà, c'est ainsi que se clôt cette trilogie consacrée aux hybridations entre les genres musicaux. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Évidemment, je n'ai pas la prétention d'être exhaustive sur un sujet aussi vaste et long. Il y a sans doute plein de trucs dont j'aurais pu te parler. Mon but était tout simplement de voir quels problèmes cela pouvait engendrer, donner mon opinion sur une question qui revient constamment à notre époque, à savoir s'il n'y aurait pas une fin des genres musicaux. Comme d'habitude, n'hésite pas à réagir dans les commentaires et à donner ton avis. J'espère que tu as apprécié ces vidéos. Mets-moi un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne afin de ne rien louper de mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt.